Avez-vous déjà entendu parler de la sclérose latérale amyotrophique? Il se peut aussi que vous la connaissez sous un autre nom, soit la maladie dégénérative des motoneurones, la maladie de Lou Gehrig, la maladie de Charcot, la maladie des motoneurones ou tout simplement la SLA. Tous ces noms désignent une même maladie qui a été décrite au 19e siècle par Jean-Martin Charcot. Le terme sclérose implique le développement excessif d'un tissu conjonctif dans un organe et qui, par la suite, abîme sa structure, causant un durcissement pathologique. Le terme latéral indique qu'il s'agit des motoneurones centraux qui voyagent dans la partie latérale de la moelle épinière et amyotrophique signifie qu'il y a une diminution du volume musculaire, ce qui provoque une diminution de la force musculaire. Alors, si l'on assemble tout cela, la sclérose latérale amyotrophique est une maladie progressive de dégénération des motoneurones. Ceux-ci créent les mouvements volontaires, soit pour bouger, marcher, parler et même pour respirer. Alors, pour une personne atteinte de cette maladie, ces actions seront difficiles à effectuer. Pour comprendre la maladie, il est important de se poser la question suivante. Comment la SLA affecte-t-elle les motoneurones? Saviez-vous que la sclérose latérale amyotrophique touche 4 à 8 personnes sur 100 000 et qu'elle est 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes? De plus, cette maladie touche particulièrement les personnes âgées de plus de 50 ans et elle est étrangement plus présente dans les régions du Guam, de l'ouest de la Nouvelle-Guinée et de la péninsule de Ki au Japon. Prenons l'exemple de Sophie, une mère âgée de 48 ans qui consulte son médecin à la suite de l'apparition de symptômes associés à la SLA. Bonjour Sophie, comment allez-vous aujourd'hui? Ça ne va pas très bien. Je ne comprends pas ce qui se passe avec moi. J'ai des crampes au niveau de mes mollets et parfois des spasmes au niveau des pieds. Mes muscles sont faibles et je suis toujours essoufflée, même quand je ne fais pas de sport. L'autre jour, je marchais vers la voiture pour aller porter mes enfants à l'école et j'ai trébuché dans mes propres pieds. Je pensais que j'avais peut-être juste besoin de repos et que ça allait passer. Mais je perds souvent l'équilibre récemment. Aussi, en fin de soirée, nous avons une tradition d'écouter une émission en famille. Et je deviens essoufflée, même en étant assise sur le sofa à rien faire. Je ne sais plus quoi faire. Mon état ne devient pas mieux et j'ai du mal à faire mes activités quotidiennes sans être fatiguée. Lors de cette consultation, le médecin commence par faire un examen physique complet et évalue les symptômes de Sophie. Je vous envoie maintenant par un électromyogramme, des tests sanguins et une IRM pour éliminer certaines maladies qui pourraient engendrer les symptômes que vous ressentez. Sur l'EMG, le médecin peut constater la présence de fibrillation très répandue, des évidences de dénervation et des fasciculations, mais rien n'apparaît à l'IRM et aucune conclusion formelle ne peut être élaborée sur ces observations. Plus tard, le médecin lui revient avec le diagnostic final. Sophie est atteinte de la sclérose latérale amyotrophique sous la forme spinale. Il y a des évidences que vos motoneurones inférieurs et supérieurs sont toutes deux atteints dans 3 régions anatomiques sur 4, soit en cervicale, en thoracique et en lombaire, et comme vous l'avez vous-même remarqué, votre condition se dégénère présentement à un rythme plutôt élevé. Je m'excuse du délai d'attente entre vos premiers symptômes et la confirmation du diagnostic, mais vu la ressemblance avec d'autres maladies et l'absence de marqueurs biologiques associés à la maladie, je voulais m'assurer d'éliminer toutes les autres options. Je ne comprends pas. Quand j'étais jeune, mon professeur de piano était atteint de la SLA, mais il n'avait pas les mêmes symptômes que moi. Comment est-ce possible? Il existe plusieurs formes de la SLA, dont 2 formes qui sont plus communes. La forme spinale est la plus commune, représentant le 2/3 des cas. Tout comme dans la situation de Sophie, les symptômes des personnes atteintes de cette forme débutent par une sensation de faiblesse accompagnée de secousses musculaires ou petites contractions dues à une dégénérescence des motoneurones de la moelle épinière. La deuxième forme la plus commune représente 30% des cas. Il s'agit de la forme bulbaire. Les muscles affectés en premier dans cette forme sont les muscles de l'élocution, de la déglutition et ou de la respiration. L'ordre d'apparition des symptômes est variable d'une personne à l'autre et d'autres symptômes apparaîtront lorsque la maladie progressera. Au cours de la progression, la maladie affectera de plus en plus de muscles et de régions différentes, allant jusqu'à inclure des symptômes s'associant aux 2 formes. En effet, les symptômes peuvent se manifester au niveau des muscles des membres inférieurs ou supérieurs, au niveau de la gorge ou même au niveau de la région thoracique supérieure. D'autres symptômes possibles pourraient être l'amaigrissement, la fatigue, la raideur musculaire, l'atrophie, des secousses musculaires,
la flaccidité, la difficulté à avaler, une difficulté ou un ralentissement de l'articulation du discours parlé, un souffle court, une labilité émotionnelle, l'hyporéflexie ou l'hyperréflexie. Il y aura tout de même des régions qui ne seront pas affectées, notamment les muscles de l'œil, du cœur, de la vessie, de l'intestin et des organes sexuels. De plus, les sens ne seront pas affectés, c'est-à-dire le goût, le toucher, la vue, l'odorat et l'ouïe. Ah, je comprends. Mais cela veut dire que mon état va continuer de se détériorer? C'est exact. Malheureusement, c'est une maladie neurodégénérative et mortelle. L'évolution de la SLA a un rythme variable, mais rapide, et dépend du site initial affecté. Il est donc impossible de prévoir précisément le temps de progression de la maladie. En général, voici comment elle se caractérise après le diagnostic. Tout d'abord, la maladie se répand aux muscles des régions proximales à la région affectée initialement et il y a une détérioration progressive des muscles allant jusqu'à la paralysie. Entre 3 à 5 ans après le diagnostic, les muscles respiratoires perdront leur fonctionnement, ce qui entraînera le décès par insuffisance respiratoire, soit la cause de décès la plus commune d'une personne atteinte de la SLA. Revenons à la question de départ. Comment la sclérose latérale amyotrophique affecte-t-elle les motoneurones? La paralysie des muscles est le résultat d'une dégénérescence cellulaire, plus précisément de la mort des motoneurones supérieurs et inférieurs. Dans la forme spinale, ce sont les motoneurones de la moelle épinière qui sont atteints, soit les motoneurones inférieurs, tandis que dans la forme bulbaire, ce sont les motoneurones du tronc cérébral, soit les motoneurones supérieurs. Pour faire un mouvement, le cortex moteur planifie une commande motrice et cette commande est envoyée aux motoneurones supérieurs via les voies descendantes, puis vers la moelle épinière. Par la suite, l'information sera reçue et renvoyée par les interneurones aux motoneurones inférieurs qui permettront d'effectuer le mouvement en faisant synapse avec les fibres du muscle. Sans les motoneurones, la contraction devient impossible puisqu'il ne peut pas avoir de transmission de commande fibre par fibre. C'est pourquoi le signal ne sera pas transmis convenablement aux muscles, causant ainsi la perte de mouvement volontaire. Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Les causes exactes de la mort des motoneurones dans la SLA ne sont pas encore connues, mais il existe des facteurs de risque possibles qui sont présentement étudiés. Pour une personne qui connaît plusieurs proches atteints de la maladie, ce qui représente 5 à 10 % des cas, le facteur héréditaire pourrait être en cause par la transmission d'un gène mutant. Par contre, dans la plupart des cas, la personne atteinte ne connaît personne d'autre dans sa parenté ayant la SLA. C'est ce qu'on appelle la SLA sporadique. Cette dernière serait liée à la mutation aléatoire de gènes qui aurait un impact sur le fonctionnement de certaines cellules nerveuses, pouvant ainsi causer la dégénérescence neuronale. Pour l'instant, quelques mutations de gènes responsables sont connues, mais il est à noter que l'identification de la majorité de ceux-ci est toujours en cours de recherche. Il s'agit d'une maladie incurable, mais plusieurs médicaments s'offrent à vous afin d'améliorer votre cas et de soulager vos symptômes. Les médicaments sont approuvés afin de ralentir cette maladie, le riluzole et l'édarabone. Pour l'instant, l'antioxydant édarabone est le médicament adéquat, puis l'agent antiglutamate riluzole pourra être utilisé pour ralentir les effets de la forme bulbaire de la SLA. Pour réduire tes symptômes et te rendre plus confortable, le baclofène et la tizanidine peuvent être utilisés afin de soulager la spasticité de tes membres. Existe-t-il d'autres traitements extérieurs que je devrais considérer? En effet, il ne faut pas oublier la physiothérapie afin de maintenir ta mobilité, la kinésithérapie pour éviter les contractures des doigts et épaules et l'ergothérapie pour l'évaluation de tes fonctions à la maison. Parfait, merci. Ça me donne l'espoir afin de ralentir le plus possible cette maladie. Par contre, comment ces professionnels de la santé pourraient, dans mon cas, améliorer ma situation? Il y a plusieurs aides techniques et de soutien pour vous aider dans cette démarche. Je peux vous référer à un ergothérapeute qui va vous aider dans votre démarche. Vous en pensez quoi? Peu importe, tant que je sois capable de faire le maximum d'activités pour le peu de temps qui me reste. Il va être capable de faire ça? En fait, dans votre situation, un ergothérapeute va procéder à votre évaluation directement dans vos activités de la vie quotidienne qui vous tiennent le plus à cœur. Suite à cela, il va être en mesure de vous proposer des aides techniques, des aides humaines et des aménagements. Il va tenir compte de tous vos besoins et de vos choix. Je suis conscient que vous êtes stressé de ne plus vous déplacer, mais soyez sans crainte. L'ergothérapeute peut assurer une réalisation et une adaptation pour vos déplacements. Cela peut être un fauteuil roulant, adapté à vos besoins, des orthèses, etc.
Je vous rappelle que son but premier est de vous permettre de participer activement à vos occupations. Ok, ça me sent bien. Mais puisque ça dégénère tellement vite, comment ça va toujours être adapté à moi? L'ergothérapeute va effectuer avec vous des évaluations régulières et sera capable de créer un plan de traitement qui saura répondre à vos besoins. Il pourra aussi vous rendre des visites à domicile, si vous êtes d'accord, pour regarder si tout fonctionne encore bien pour vous et refaire l'aménagement aux besoins. Je n'aurai pas l'argent pour faire des travaux constamment considérant ma maladie. Je comprends ce stress. C'est pourquoi il y a des aides financières pour vous venir en aide dans ces situations. C'est super. Je vais vous référer si vous êtes toujours d'accord, mais je dois vous répéter que l'intervention de l'ergothérapeute permet de prévenir et de retarder les complications. Mais il ne pourra pas remédier à votre maladie et sera d'une aide jusqu'à la mesure du possible. Oui, je suis consciente de tout cela. J'accepte que vous me référez. La sclérose latérale amyotrophique est une maladie dégénérative des motoneurones inférieurs et supérieurs. Elle se manifeste par différents symptômes qui varient d'une personne à l'autre, tels qu'un amaigrissement, une fatigue, une raideur musculaire, une difficulté à avaler et bien plus encore. Les causes exactes de l'apparition de cette maladie sont encore à déterminer, mais les mutations génétiques en sont la cause pour 5 à 8 % des personnes atteintes. Bien qu'à ce jour, aucun médicament ou traitement ne permette de guérir pleinement la sclérose latérale amyotrophique, plusieurs recherches sont menées afin de mieux comprendre les causes et les phénomènes associés à cette maladie. D'ailleurs, durant ces recherches, des essais cliniques sont notamment réalisés afin d'étudier l'efficacité de certains médicaments sur l'évolution de la sclérose latérale amyotrophique. Parviendrons-nous à répondre à toutes ces questions et à améliorer le sort des personnes atteintes de cette maladie?